Endroit, des tornades ont creusé des clairières là où elles n'existaient pas. Comme ici, d'un seul côté de ce chemin. Dans les Vosges, précisément, côté ouest, donc côté tremplin pour le vent, 3 frères chasseurs ont eu droit à toutes les formules. Aujourd'hui, ils ne comprennent toujours pas comment ils s'en sont sortis vivants. Il y a des arbres tombés déjà là-bas au bout. Ouais. C'est comment? Oh. Alors là... Disons que le vent, c'était par rafale. C'était pas continuellement, c'était des rafales. Et à chaque fois qu'il y avait des rafales, les arbres tombaient. Là, vous le voyez, 2 secondes après, il était par terre. Un gros renversement, quoi, un truc comme ça. Bon, Ah ben... Bon, tantôt, ça se couchait comme un fétu de paille. C'est simple, hein. Nous, on regardait depuis la baraque, là, ça tombait. Ah oui, là, tout à fait, tout à fait. On regardait par la fenêtre et on comptait au début, on comptait. 1, 2, 3... Disons que le bruit était tout fait quand même dans la cabane par rapport à l'extérieur. Oui, parce que, oui, Ah, justement... vous étiez au spectacle, quoi. Ah, on était au loche. On était au loche. Mais c'est une fois... Au balcon. Là, il a été pris dans le... Enfin, dans le tourbillon. Dans le tourbillon, voilà. Ben, vous voyez d'abord le clair, là-haut. Vous voulez dire que le vent soulevait l'arbre et le tordait? Tout à fait. Le faisait vriller? Comme un tire-bouchon. Ah oui, ah oui. Comme un... Oui, tout à fait. Il soulevait, puis des fois, il le laissait retomber tout droit. La fois là, il a tombé, il a été repiqué. Alors lui, c'est couché. C'est littéralement couché, quoi. Hein? Il s'est arraché. Moi, j'arrivais, je regardais l'arbre qui bougeait comme ça. J'y suis là, il va tomber. Je me mettais en face, je voyais, il tombait comme ça de mon côté. Moi, je courais à gauche, l'arbre tombait là. Eh oui. Heureusement qu'ils sont. Eh oui. Et il y en avait un autre qui retombait de l'autre côté. Je faisais que ça sans arrêt. D'un côté et de l'autre, enfin, on pouvait aller nulle part, voilà, c'est ça, sans risque. C'était l'apocalypse, c'était, tiens. Et là, c'est vrai, la sensation, hein. En disant que c'était surnaturel, c'était vivant, c'était beau. Voilà. Enfin, d'un autre côté, la nature nous a épargnés, c'est bien. Un grand merci pour la nature. Des nature. trucs comme ça, déracinés, mais déracinés, pas tant couchés, hein, déracinés. Soulevé. Ah oui, carrément soulevé. Oui. Ah oui, ben, vous verrez. Eh ben, là, vous dites que on n'y a pas grand-chose, hein. On n'est rien, quoi. On est petit, on est des nains. Une seconde à Londres, ben, ça va, quoi. On aurait pu aller autre monde, quoi, hein. C'est tellement que... Et puis en plus, les gens sont mis dans les tuyaux. Pour se protéger. En dessous, là. Dans les tuyaux, dans les canalisations? Oui. Bah là, un peu plus loin. Là en dessous, le village là en dessous. Ils étaient à la chasse. Et pour se protéger, eh ben, ils sont enfilés dans les tuyaux. Comme des lapins. Tu te souviens, l'autre là qui est tombé? Oui, Et vous n'avez pas eu peur quand vous étiez dans cette maison? Ben, c'est-à-dire... On se sentait à l'abri. Se sentait à l'abri. Mais alors... Mais on n'y était pas. On n'y était pas? Oui, parce que c'était vraiment le piège à rats, hein. Prudence, bien évidemment, restez au chaud, restez chez vous. C'est le moment ou jamais de jouer avec le train électrique de votre fils, qu'il a sans doute eu à Noël. J'aimerais bien qu'on m'explique. Enfin, on est censé avoir des satellites. On nous dit, ouais, la météo, on peut la prévoir de plus en plus précisément, à plein de jours et tout. Et avec tout ça, on n'est pas capable d'éviter de se prendre des tempêtes pareilles. On nous dit pourquoi vos prévisions ne sont pas meilleures alors qu'on prévoit relativement bien les alertes pour les cyclones. Le cyclone, il a ceci de particulier, c'est que c'est un monstre qui se forme lentement et qui avance très très lentement. Et donc, les cyclones se forment sur mer et les satellites les détectent très rapidement avant qu'ils ne touchent les terres.
Alors que cette dépression, encore une fois, qui a eu en gros les caractéristiques, au niveau du vent, les caractéristiques d'un cyclone, elle a explosé, elle s'est formée sur nous. Et c'est aussi des phénomènes qui se déplacent très très vite. Elle s'est déplacée à 100 km/h, elle a traversé la France en 11 heures. Elle a fait Brest-Strasbourg en 11 heures, ce qui est quand même assez impressionnant, en vitesse de déplacement en tout cas. Ouais. Donc si on combine cet entonnoir de pression avec la vitesse de son déplacement, ça engendre des vents extrêmement violents. Mais lorsque l'on atteint un tel niveau de violence, on dépasse les possibilités de prévision. Bon, à partir de là, on a compris que si eux-mêmes sont dépassés, tout le monde va être dépassé. Et on a tous été dépassés. Donc lui-même a été débordé et lui-même ne nous a pas forcément alertés pour nous dire attention, ça devient de plus en plus fort, quoi. Bon, personne n'a alerté personne. Personne n'a alerté personne. Les services de sécurité civile ne vous ont pas alerté, ils ne vous ont pas demandé d'alerter la population. On n'a eu aucun coup de téléphone. Et pour cause. La plupart des lignes téléphoniques et électriques de la moitié nord de la France sont au sol. Ce dimanche 26 décembre, des dizaines de pylônes, pourtant prévus pour résister à des vents de 155 km/h, gisent, couchés ou pliés comme des pantins désarticulés. Des millions de foyers n'ont plus d'électricité. Les Vosgiens en sont totalement privés. En revanche, au Centre national d'exploitation électrique à Saint-Denis, la tension est au survoltage, mais cela ne se voit pas. Il s'agit ici d'éviter le blackout total, avec sang-froid, méthodiquement, en faisant fonctionner ses méninges et celles des ordinateurs. Le courant ne passe plus entre la Champagne et l'Alsace dévastée. Alors les dispatchers déroutent l'électricité par les seules lignes encore valides. Ils l'aiguillent vers le nord, la font redescendre par l'est de Paris vers la Bourgogne, la Franche-Comté, avant de la réaiguiller sur l'Alsace. Sous tension. Merci. Tu vas faire 2 cycles fermés-ouverts sur le SA1 du départ Montrichard. Donc actuellement, là, j'ai simulé le déclenchement de 2 lignes. Et on remettra la ligne sous tension après, quoi. Il faut d'abord ouvrir le disjoncteur de couplage, ouvrir un lex, et ensuite tu reprends la poche avec les 2 lignes venant de Pontchâteau. Nous ouvrons la voie 15. On pousse plus par le 90 kV. Donc là, ça passe. Et on est passé très près d'un affolement total. Ça, on l'a frôlé à ce moment-là. On l'a frôlé, absolument. La population, elle, est totalement effondrée. Alors que la tempête va s'épuiser en Europe centrale, après avoir poussé des pointes à 200 km/h sur la forêt noire en Allemagne, en ce dimanche 26 décembre après-midi, dans la moitié nord du pays, on compte les dégâts, on nettoie, on se raconte ses frayeurs. Le soir, on est devant son petit écran. Les journaux télévisés annoncent une 50aine de morts, rendent compte de drames multiples, notamment ceux vécus par les agriculteurs. Quand mon mari est sorti dehors, il a vu déjà le premier hangar qui était envolé, mais il n'avait pas vu toute la catastrophe ici. Sur cet hangar-là, on avait 18 pauvres. On peut pas croire. Tout est à refaire, tout à recommencer. On a 5 ans de travail pour rien. Il reste 6 mois à payer sur ces tunnels et puis tout est réduit à zéro. Ah, c'est dur. Je sais pas quoi vous dire, mais c'est dur. Des pluies diluviennes ont précédé ou suivi la trajectoire de la tourmente. De la Bretagne à l'Alsace, des régions entières sont inondées. Rien n'a manqué au terme douloureux de ce XXe siècle. Et contrairement à ce qui est affiché, aucun train ne circulera jusqu'à nouvel avis.
Le pays est paralysé. La France campe. Les perspectives de fête de fin d'année sont bousculées. Demain, le vent sera nettement plus raisonnable. Il soufflera encore, mais généralement au-dessous du seuil de la tempête, avec des rafales de l'ordre de 80 km/h. Donc quand même, ça ira beaucoup mieux. À Météo France, le chef prévisionniste, épuisé par les journées les plus frustrantes de son existence, a laissé les commandes à sa collègue. Aussitôt installée, elle découvre une carte météo qui l'intrigue. Le dimanche au soir, la première tempête s'évacue sur l'Europe centrale. Mais ce qui est inquiétant, c'est cette masse nuageuse qui se développe sur l'Atlantique France. Ouais. Les prévisions du modèle numérique laissent penser à une forte probabilité d'une deuxième tempête. Donc la pression n'est pas retombée chez les chefs prévisionnistes. C'est tellement peu fréquent qu'il y ait deux tempêtes aussi fortes avec un intervalle aussi court qu'on a du mal à le croire. Et là, on se dit, finalement, en 48 heures, on va en avoir deux, quoi. Et ce qu'on voit à 4 heures, là, c'est encore plus caractéristique avec l'arrivée de cette zone bien plus sombre au cœur de la masse nuageuse blanche. C'est la caractéristique d'une tempête en formation. Ça s'approche de la France. Et c'est ce qui a justifié l'émission du bulletin d'alarme à peu près en fin de nuit du dimanche au lundi. Exception faite pour les corbeaux. Cette deuxième alerte lancée dans la nuit tombe à plat. Le lendemain de la première tempête, la population émerge de son traumatisme, loin d'imaginer que ça va recommencer. L'Atlantique, en effet, enfante un monstre jumeau. Suivante, le monstre a toujours la même configuration, se rapproche de plus en plus de la France et on voit toujours cet enroulement caractéristique. C'est un monstre moins sournois que la précédente. Le très rapide courant de jet est toujours là. Vous pouvez observer cette ligne pratiquement rectiligne là, de nuages. Qu'est-ce que le courant de jet? C'est un torrent de vent extrêmement puissant, de l'ordre de 200 à 400 km/h, qui fait des méandres à 10 000 mètres d'altitude entre les masses d'air chaud et froid qui s'affrontent au-dessus de l'océan. C'est ce fameux courant qu'empruntent les longs courriers pour gagner de la vitesse. Au-dessus de l'Atlantique, le courant jet s'écoule de l'Amérique vers l'Europe et normalement finit sa course en mer du Nord. Or, à la Noël 99, il lui a pris fantaisie de viser les côtes françaises. Mais ce n'est pas tout. Vu en coupe, le courant jet ondule comme une montagne russe. Or, à la Noël 99, il creuse son toboggan au point de créer des jonctions en entonnoir avec l'immense tourbillon nuageux qui circule au ras de l'océan. Quand ces jonctions se produisent par un effet d'engrenage, le courant jet accélère l'effet de tournoiement de la dépression du dessous. Et en même temps, il l'aspire encore plus vite vers l'Europe. Le phénomène est d'autant plus fort que le courant de jet est plus rapide. Or, ce 27 décembre 99, les vents du courant de jet atteignent la vitesse inégalée de 529 km/h. La deuxième tempête s'annonce terrifiante. Effectivement, elle le sera, plus que la première. Elle est magnifique celle-là. Voilà, visuellement, elle est plus jolie que la première. Même si déjà bien formée, à la différence de la première où il n'y avait pas de. Voilà, il n'y avait pas la formation sur l'Atlantique. En fait, voilà, elle naît plutôt à l'ouest, donc on voit. Elle naît en mer, celle-là, oui. Voilà. Oui. On la voit explosive sur Terre, elle naît en mer. Donc celle-là, elle est identifiée avant d'arriver sur les côtes océanes. La première ne l'était pas tout à fait.
Ça ne veut pas dire que sa trajectoire et la force des vents sont plus faciles à préciser. Ah non, on a eu beaucoup de problèmes sur la trajectoire. Et les valeurs de pression au centre sont à peu près identiques à celles de la première, donc on peut supposer que déjà au premier regard, les rafales vont approcher au moins sur les côtes la valeur de la première, quoi. Elles les dépasseront largement. À la pointe de l'île d'Oléron, un anémomètre se bloque à 198 km/h. L'œil du monstre autour duquel le vent enroule ses spirales les plus violentes lorgne le phare de Cordouan, situé au large, à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Normalement, une tempête normale, il y a le coup de bélier, le paquet qui tape sur la cuirasse, et après on écoute ce qu'on dit, nous, la douche, le pfff, que là on n'écoutait rien de tout ça, c'était un bruit continuel, assourdissant, ça ronfle, et avec un ronflement comme ça, et constant. Du bruit, c'était... Fallait quasiment crier pour se parler à un mètre, voilà, ça, fallait vraiment hurler un bruit pour... très... Et puis l'eau, au lieu de couler verticalement comme d'habitude quand il y a un paquet de mer qui passe au-dessus, les lignes de force, les traits d'eau, ils étaient horizontaux sur les fenêtres. Le vent prenait dans la cour circulaire. Et tu viens des plateaux d'échafaudage là, oui, qui flottaient. C'était comme une brindille sur une flaque d'eau. C'est des morceaux de bois qui font 3 mètres de long. Hein. Qui flottaient, qui tournoyaient là, juste devant la cour. Et bon, fallait les coper, qu'au fur et à mesure qu'elles rentraient, soit par les fenêtres, soit par le plafond, la cheminée. Ça vibrait beaucoup quand même. Oui, ça vibrait pas mal, oui. Après les paquets, on renversait les pierres qui tenaient... C'était une partie de la corniche, 3 mètres 50 de corniche qui était tombée et les pierres se sont éclatées et tombées en bas. Donc, et là, il y a tellement de bruit que ça, on ne l'a pas entendu. On était loin d'imaginer les conséquences, quoi, et de tout ce que ça va entraîner à terre, hein, en fait. Le vent fait enfler la mer. Il la pousse à l'assaut des terres. À La Rochelle, le port des Minimes est submergé. Je suis arrivée à Montponton pour aller chercher mes enfants parce que je vis à bord de mon bateau. Je suis sortie de la voiture, il y avait à peu près 20-25 cm d'eau sur le parking. Je ne faisais pas la différence entre l'eau du port et le parking. J'ai réussi à me cramponner jusqu'à la passerelle, mais quand je suis arrivée à la passerelle, je ne pouvais pas descendre. La passerelle bougeait de telle façon qu'elle montait, qu'elle descendait, elle allait à droite et à gauche. Et si j'étais allée un peu plus loin qu'un mètre de la passerelle, je serais tombée dans le port. Donc là, je suis revenue à ma voiture et là, j'étais un peu tétanisée. Donc une autre voiture a vu que j'étais en difficulté, est venue vers moi. Et à ce moment-là, je leur ai dit, il faut absolument que j'aille sur le bateau, mes enfants sont à bord, il faut que j'aille chercher mes enfants. Et le monsieur m'a dit, il n'en est pas question, vous remontez dans votre voiture et vous me suivez jusqu'à la capitainerie. Voyant que j'étais très paniquée, a demandé donc aux marins d'aller chercher les enfants à bord du bateau. Sur les pontons, on s'était cru sur un bateau en tempête, en détresse, quoi. En plus, l'eau passait par-dessus la digue, il y avait le vent, il y avait les vagues, il y avait le sable. Vous aviez du sable partout dans les yeux. On a passé les gilets de sauvetage aux plaisanciers, les gilets de sauvetage qu'ils avaient dans leur bateau. On s'est tous attachés et là par contre on est remonté vraiment à 4 pattes sur les pontons. En se tenant les jambes les uns et les autres pour remonter pour filer dans une voiture et finir à la capitainerie parce qu'on ne peut pas tenir debout à 180 km/h. Mais
2 enfants qui étaient à bord du bateau et je ne savais pas que mon mari avait pu les récupérer et les sortir du bateau. Dans le malheur, tout s'est bien passé parce qu'il n'y a eu aucun blessé. J'ai eu très peur de perdre mon bateau parce que en fait mon bateau c'est notre maison et je me disais mais il va plus rien rester quoi. J'avais l'impression que tout allait être englouti. Nuit de cauchemar en Charente-Maritime qui s'est conclue par un bilan tragique, 6 morts, 60 blessés et au moins 3 disparus. La tempête a provoqué un raz-de-marée dans l'estuaire de la Gironde. Des digues ont cassé, l'eau a envahi les terres, se jouant de cargos comme d'une barque. Il n'y a plus de téléphone, le fil est coupé. Ben, les pieds là vont tomber dessus, là. Faut que je les coupe. La nuit a été sauvage pour les agriculteurs vivant derrière les digues rompues. Le temps de sortir et tout, on en avait déjà jusqu'au ventre. Et moi, la seule chose vraiment que j'ai pensé, c'est mes gamines, quoi. J'ai mes gamines qui étaient sur une table et elles avaient l'eau au niveau de la table. Donc je les ai sauvées, je les ai mis en hauteur. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut sauver, quoi. C'est ça, pauvre. Son mari, Stéphane Raymond, a perdu son exploitation en 2 vagues, 3 coups de vent. J'avais 160 laitières avec des bâtiments fonctionnels qui étaient prêts à marcher au plein pot pour un jeune qui démarrait, quoi. Avec plein d'investissements, tout à la banque, quoi. En fait, j'avais rien, tout est à la banque et puis tout est parti. Les noyés, il y en avait autour des bâtiments, autour des maisons, dans les champs, il y en avait un peu partout. Et ça m'en manque encore 4 ou 5 qui sont sûrement noyés sous les débris dans les champs, quoi. On en a retrouvé une à 6 km. On a été chercher 4 jours après parce qu'il y avait 1,50 m d'eau, on ne pouvait pas y aller. Ça vous donne pas envie de changer de travail, ça? J'ai encore ma maison, heureusement, c'était là. Puis quand on est né dans un pays comme ça. Déjà pour faire les vaches quand on est jeune, il faut aimer ça alors. Bon. Je continue, je crois. Je sais pas. Je sais pas si ça sera là ou ailleurs, mais je vais continuer l'élevage, quoi. On va voir. Non loin de là. Je revois Thomas dans la voiture de mes parents derrière, il était tout heureux, partir chez eux bien sûr. Et c'est le dernier sourire que j'ai eu. Et ensuite, nous l'avons vu quand c'était fini. Ce 27 décembre au soir, son garçon était allé partager la passion d'un voisin de ses grands-parents pour les canards sauvages. Ils ont été emprisonnés par la montée subite des eaux. Il a eu de l'eau jusqu'au cou, et puis sa petite épaule. Il avait qu'un petit coin d'épaule gauche, et puis sa petite tête qui passe au-dessus, là. J'ai essayé de le dire, Noël était juste passé, il faut que vous joutez, on a chanté le petit Papa Noël, des petits trucs pour nous essayer d'y meubler l'existence. Et puis dans la nuit, à 2 heures, il m'a demandé s'il reverrait ses parents. Mais je lui ai dit, oui, mon petit, tu les reverras. Puis malheureusement, 3 heures, il m'a dit qu'il ne voyait plus. Quand il m'a dit qu'il ne voyait plus, je me rendais bien compte que Bonhance et Force l'abandonnaient. Je lui ai dit, c'est parce qu'il fait noir, mais je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien. Et puis à partir de 3 heures, jusqu'à 10 heures le lendemain matin, je suis resté tout seul avec le petit dans les bras. Pauvre petit bonhomme. Je me dis peut-être qu'on aurait pu donner un portable à mon fils. Parce qu'ils nous ont quand même signalé qu'il y avait une tempête, Tempête, on n'a jamais connu ça. On a dit, bon, tempête, on n'aurait pas dû l'envoyer. Souffrir de froid.
Moi, je vais vous dire une chose. L'autre nuit, j'ai eu froid dans mon lit, j'ai pensé à mon fils. Dès que j'ai froid, je pense à mon fils. Il y a aussi la longue liste des handicapés à vie par la chute d'un arbre ou d'un toit. Souffrance qui perdure, douleur muette, cachée par la pudeur, par la honte de la perte de la capacité à travailler. Comment la nature, pourtant vénérée, peut-elle ainsi bouleverser votre destinée sans crier gare? La nature que l'homme malmène à force de vouloir la domestiquer a réaffirmé ses droits, a-t-on pu entendre. Le droit de raser la forêt landaise dans le Haut-Médoc, incompréhensible pour des propriétaires dont les arbres étaient toute la fortune et toute la vie. Parfois sur des centaines d'hectares, quasiment pas un seul pin n'est resté droit debout. Cinq ans après, n'émergent encore de la savane qui couvre le carnage que les épaules des géants abattus, laissés sur le champ de bataille. Il y avait tant de bois au sol qu'ils ne trouvaient plus preneur. Ou alors les preneurs ne le payaient pas. En photo recomposée à l'infrarouge, la deuxième tempête apparaît comme une main qui étrangle la Bretagne. Les vents les plus violents courent le long du bord inférieur de ce bras qui pénètre l'air en se détendant. Au sud de la Vendée, les marais poitevins sont visés. Cette main dont on cherchait à deviner la trajectoire lâche la Bretagne, prépare une gifle en revers, puis finalement se referme en un point qui va cogner le Poitou-Charentes et le Limousin. Et on va avoir des vents très forts également sur Midi-Pyrénées, la région toulousaine. Oui. Et ça va toucher par la suite le Limousin, la Dordogne. La première trajectoire annoncée n'a pas été la bonne. Il y a eu des réactualisations du bulletin d'alarme et donc de la trajectoire de cette dépression au fil de la journée du lundi. C'est-à-dire, au lieu d'aller des Charentes vers Toulouse, en fait, elle va des Charentes vers la Savoie. Avis d'urgence. Suite à la tempête, la population est priée de rester chez elle jusqu'à matin. Le toit d'une maison qui s'est arraché avec la tornade et qui est allé se poser sur une voiture. Le sel de l'embrun marin emporté par le vent jusqu'à l'intérieur des terres fait disjoncter les postes de transformation. D'accord. Depuis 22h hier soir, les habitants de Limoges et du reste du département sont totalement plongés dans le noir. Écoutez, on va faire le maximum. Oui, vous allez au rez-de-chaussée. Si vous avez une cave au besoin, vous essayez d'aller vous y réfugier si vous entendez que ça craque. Ah non, surtout pas. Non, vous n'allez surtout pas sur le toit. Il n'y a rien de plus dangereux. Non, surtout vous n'y allez pas et on fait le nécessaire comme ça. Transmettez FPTL de Bayonne. Les pompiers sont sortis près de 400 fois cette nuit, 150 interventions pour la seule agglomération du BAB. Près de 2000 appels en 6 heures, du jamais vu. Il est minuit, blackout sur le Limousin où les secours eux-mêmes partent au plus pressé. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais tout est urgent. La France se souviendra de ces derniers jours avant l'an 2000. Une deuxième tempête est en train de traverser la France. Des vents de 150 km/h en moyenne, des pointes de 200 km/h par endroit. Depuis hier soir, on compte 12 morts de plus. Périgueux est plongé dans l'obscurité pour 95% de la population. La voiture était sous l'arbre, un gros peuplier, faisait environ 60 cm de diamètre. Donc on a coupé le peuplier de part et d'autre de la voiture
Et puis là, on a commencé à faire rouler la bille qui était sur la voiture. Et là, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas une personne, mais 2 personnes à l'intérieur. Décédés. Dont l'un était un voisin et l'autre était son ouvrier. L'un et l'autre rentraient d'un chantier et au lieu de débaucher avec 2 véhicules, ils étaient rentrés avec un seul véhicule. Malheureusement. On aurait dit que l'arbre les attendait. La tempête devient barbare. Elle violente le Massif central. Elle plonge des départements entiers dans le noir. Puis elle ira faire des embardées sur la région lyonnaise et les Alpes. Bonjour, c'est Radio Val d'Isère, la météo montagne, il est 9h02. Le vent, vous l'avez constaté, a encore soufflé très fort au cours de la nuit dernière. On a atteint des rafales jusqu'à 160 km/h. La deuxième tempête a fait pratiquement autant de victimes que la première, avec un bulletin d'alerte qui était à l'époque notre système d'alerte maximale, qui a été lancé une dizaine d'heures avant que la tempête n'arrive. C'est pour nous très décevant. Cette deuxième tempête qui renverse des camions a tué une 40aine de personnes. Au total, les tempêtes jumelles ont fait en France 91 morts, plus une 60aine hors de nos frontières. La plupart des accidents sont dus à l'imprudence, la curiosité. Des gens sont sortis de chez eux pour voir. La route de ce cinéaste amateur qui filmait en conduisant aurait bien pu s'arrêter là. Et on est à 100 mètres, là, on aurait pu se le prendre dessus. Écoute, moi je vais chez tonton Jean, hein. C'est le plus près. Tu l'appelles? Ça, je peux te dire que je le retiens chez tonton Jean, hein. Chérie? Donner un renseignement sur une valeur de vitesse, sans dire qu'à cette valeur pouvait correspondre tel type de dégâts, ce message-là, effectivement, on ne l'a pas bien fait passer. Et on a vu malheureusement de nombreuses victimes qui sont décédées parce qu'elles ont voulu remettre l'antenne de télévision pour regarder le journal de 20h, parce qu'elles ont voulu aller au bord de la mer pour aller voir les vagues. C'est vrai qu'il y a une certaine inconscience après du public vis-à-vis de ce genre de phénomène. Les curieux Les curieux pour voir, absolument, oui. Le rôle médiatique, c'est un rôle qu'on devrait avoir de renseignement et de conseil. Ne sortez pas de chez vous, ne prenez pas votre voiture. Ça, j'avoue, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas conscience, effectivement, des dégâts que ça pouvait provoquer, même si on savait bien que des vents à 160 km/h, ça allait tout envoler, hein, ça c'est une certitude. Les populations des départements d'outre-mer savent très bien ce que veut dire 160 ou 200 km/h. Pour nous, en métropole, des vents de telle force sont tellement exceptionnels que c'est pas dans la code culture de savoir quels dégâts ça va causer. Le citadin ne sait pas ce que ça représente. Il y a aussi un autre point, c'est que le bulletin alarme est à destination principalement des services de sécurité civile. Alors que maintenant, les cartes de vigilance sont non seulement à destination des services de sécurité civile, mais aussi du grand public. Donc on le touche directement. Une question demeure. Une tempête d'une telle ampleur peut-elle se reproduire? Statistiquement, c'est peu probable. On en compte une par siècle et on en a déjà eu 2 d'un coup. Cependant, s'il y avait un lien entre un tel phénomène et le réchauffement climatique, plus personne ne conteste le réchauffement de l'atmosphère. Les spécialistes divergent seulement sur le fait de savoir s'il est dû à une modification lente du climat ou à l'effet de serre provoqué par les humains. Les chercheurs de Météo France affirment qu'il n'y a pas de relation de cause à effet et que jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve d'un lien entre le réchauffement du climat et le mécanisme des tempêtes sur l'Atlantique Nord n'a pu être établie. Affaire à suivre. Ce particulier avait quitté son domicile la veille, juste avant la tempête.
Un pin a écrasé sa maison côté jardin. Il rentre le lendemain, sans se douter de rien, par la porte de devant côté rue. Oh putain, c'est pas possible. Et alors vous êtes dit quoi? Chanceux dans mon malheur? Non. Et je suis parti en pleurant parce que j'en pouvais plus. Dans l'estuaire de la Gironde, on a dû arrêter 2 réacteurs de la centrale nucléaire du Blayais, inondés par la mer. Entre le nord et le sud de la France, la toile électrique ne tient plus qu'à 3 fils. Le quart du réseau est hors d'usage. En plein hiver, plus de 3,5 millions de foyers sont privés d'électricité. Pour beaucoup, la situation va durer. On a dormi à 4 dans le même lit pour se réchauffer, c'est tout. J'ai la grand-mère, moi, qui a 86 ans, qui n'a pas de chauffage, et on était forcé de demander des secours ailleurs pour la réchauffer. Tout mon congélateur a été foutu. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Pourtant, j'avais fait des réserves pour, comme on fait tout le monde. J'ai tout fichu en l'air. Le congélateur, donc c'est fini, ça ira tout à la poubelle. J'ai ma bière qui pourrit, mon congélateur c'est tout pourri dedans. C'est incroyable. À l'époque où on vit. J'en ai plus là, je suis plus rien en vernis. Et tu n'as pas des recharges d'allume au gaz? Plus rien. Et tu n'as pas de piles? Plus de piles. J'ai plus que des petites piles rondes. Mais non, il me faut des rectangulaires. Non, ça, j'en reçois demain, par contre, si vous êtes tu n'as en plus contact. les lampes avec la batterie? Plus rien. Après la tempête, les habitants de cette région sont venus à l'église, mais certainement pas pour les raisons habituelles pour lesquelles on vient dans une église, c'est-à-dire pour prier ou pour venir à la messe, mais pour venir chercher des cierges, ou bien pour les acheter, ou bien pour qu'on leur en donne, car il n'y avait plus d'électricité. De nombreuses familles risquent de passer le réveillon de Nouvel An à la bougie. Oui, du jambon, vous voyez, c'était bien. Ah, c'est le menu du réveillon. Mais sinon, c'est bien calme. Je crois que c'est un des seuls réveillons qu'on a pu faire le plus calme. Dans tout le département, les festivités ont été annulées faute d'électricité. Mais ici, on n'a pas voulu se laisser abattre. Alors, une habitante du village a invité tout le monde chez elle. Je crois qu'on en gardera tous un souvenir extraordinaire de ce réveillon de l'an 2000 à la bougie. Le premier soir, c'était très beau. Les petits regardaient ces bougies, la lanterne, quelques lampes électriques, on avait encore des piles, ça éclairait partout, c'était beau. Mais maintenant, tout le monde est fatigué. Alors EDF se rejointe. Afin de rétablir le courant au plus vite, ils sont tous sur le terrain, sacrifiant leurs vacances, avec les agents à la retraite et les collègues étrangers appelés à la rescousse, travaillant nuit et jour, par tous les temps, avec une ardeur qui fait l'admiration de tout le pays. Par contre, les gars, là, coup de chapeau. EDF n'a hésité devant aucun moyen. La facture sera de 10 milliards de francs. Le 12 janvier 2000, l'énergie vitale était rétablie presque partout. Ce jour-là, EDF battait un record de consommation. Ça, les gars de l'EDF, oui, un chapeau. Ça marche, ça marche. Là, 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 là. C'est bon. C'est bon. C'est parfait. Ça pète le feu. C'est la joie. C'est la joie, parce que vous savez, sans lumière, hein. Je vais me chauffer. J'ai eu froid. Je reconnais que j'ai eu froid. Bien plus considérables et plus durables sont les dégâts subis par la forêt. Des centaines de kilomètres carrés d'espaces boisés, 200 millions d'arbres, un dixième de la forêt française, éradiqués.
Il faudra un bon demi-siècle pour refermer les plaies. Les éléphants mécaniques des grands forestiers, comme l'Office national des forêts, passent encore aujourd'hui, 5 ans après, l'essentiel de leur temps dans les parcelles endommagées où ils éliminent les arbres penchés. La grande tempête aura convaincu les forestiers qu'il fallait replanter différemment, en mélangeant les espèces. Les forêts offriront ainsi une bien meilleure résistance aux vents les plus extrêmes. La ferme là-bas, il y a toute la bordure qui est partie, vous pouvez regarder où vous voulez. Là-bas, c'est pareil. Les réparations des édifices et des maisons endommagées feront le bonheur des entreprises du bâtiment et le malheur des assurances. Celles-ci verseront aux collectivités et aux particuliers la somme faramineuse de 45 milliards de francs. C'est la fin du monde. Voilà, dis-moi. Je l'avais prédit, je ne sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment qu'à l'an 2000, il arriverait quelque chose. Je l'avais ce pressentiment, vous voyez? C'est la catastrophe.